Organisation et fonctionnement des salles des marchés. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, dans notre rubrique décryptage de Business Matin. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur notre plateau, comme d'habitude, avec M. Lodamas. M. Lodamas, qui est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Nous revenons tout à l'heure. Restez avec nous. Et voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et je vous le disais tantôt, nous sommes avec M. Lodamas. M. Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, M. Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons nous intéresser à ce thème, organisation des salles de marché. N'est-ce pas, M. Lodamas? Bien sûr. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer avec la définition. Qu'est-ce qu'on entend ou à quoi on peut penser quand on entend salle des marchés? Alors, quand on entend salle des marchés, on pense tout de suite au marché financier. D'accord. Donc, une salle de marché est une salle qui rassemble des opérateurs de marché, qui rassemble des techniciens, qui rassemble des responsables qui interviennent sur les marchés financiers. D'accord. Donc, ces opérateurs bénéficient d'un certain nombre d'outils techniques qu'ils utilisent pour pouvoir prendre des positions d'achat, des positions de vente, pour pouvoir gérer le portefeuille de leurs clients, pour pouvoir, en un mot, intervenir sur le marché financier. D'accord. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Comment ces salles de marché sont organisées? Alors, vous voyez, on retrouve les salles de marché, où exactement? On retrouve les salles de marché, par exemple, dans les fonds communs de placement. On retrouve les salles de marché dans les banques commerciales, spécifiquement au niveau du département de la trésorerie. Je vois qu'il y a une salle de marché qui existe là-bas. Aussi au niveau, par exemple, des hedge funds, les fonds d'investissement. On a aussi des salles de marché. Au niveau des sociétés de gestion de patrimoine, des sociétés de gestion d'actifs. Donc, dans leur organisation, on peut retrouver à ce niveau-là aussi des salles de marché. D'accord. Donc, pour répondre maintenant à votre question, comment est-ce que les salles de marché sont organisées de façon ordinaire? Habituellement, il y a deux zones, j'ai envie de dire, dans une salle de marché. Il y a la première zone qu'on appelle le front office. Okay. Le front office qui regroupe certains opérateurs qui interviennent directement sur le marché. Donc, par exemple, les traders, les commerciaux opèrent au niveau du front office. D'accord. Donc, on a le front office et on a aussi une sorte d'arrière-garde qui est précisément le back office. Okay. Donc, lorsque les opérateurs logés au niveau du front office, lorsqu'ils prennent des positions sur le marché, les positions donc sont répertoriées, sont classifiées, sont organisées au niveau du back office. Donc, au back-office, vous allez retrouver, par exemple, les gestionnaires de portefeuille, vous allez retrouver des contrôleurs de gestion, des contrôleurs internes. Donc, de façon basique, de façon ordinaire, voici un peu comment est-ce que la salle de marché est organisée. Je rappelle rapidement, on a tout d'abord le front office, c'est-à-dire un certain nombre d'opérateurs qui sont au contact direct du marché. Et par derrière, on a le back-office, c'est-à-dire toutes les opérations qui sont prises au niveau du marché par les traders, par les commerciaux, etc., sont répertoriées, sont listées, sont organisées d'une certaine façon par le back office. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Lodamas, d'outils de travail qui concernent les salles de marché. Voilà. Vous allez nous expliquer un peu quels sont ces outils de travail-là? Alors, donc tous ceux qui opèrent dans une salle de marché, ces techniciens en finance là sont dotés d'outils vraiment assez pointus. On peut d'abord citer ce qu'on appelle la plateforme de trading, c'est-à-dire c'est une sorte de logiciel, c'est une sorte de plateforme, me répéter, qui permet donc aux intervenants
de pouvoir prendre des positions sur les marchés. D'accord? Quand je prends par exemple le cas des sociétés de gestion et d'intermédiation au niveau de l'espace UEMOA par exemple, elles se retrouvent toutes sur une sorte de plateforme et elles arrivent à transmettre les ordres du client au niveau de la BRVM. Ce qu'on a l'habitude d'appeler SGI. Voilà, les SGI, ou bien on peut les appeler aussi les sociétés de courtage. D'accord. Okay? Donc, elles utilisent donc une plateforme commune qui leur permet donc de transmettre les ordres qu'elles reçoivent de tous leurs clients. Okay? Premier équipement, donc la plateforme de trading. Ensuite, on peut parler des ordinateurs. Vous allez peut-être me dire, c'est une évidence, mais au niveau des salles de marché, les ordinateurs qui sont utilisés sont des ordinateurs vraiment assez sophistiqués. Vous allez voir des ordinateurs avec au moins 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Oui, on a l'habitude de voir ça sur les images. Dans les reportages, etc. Voilà, donc ce sont des ordinateurs vraiment équipés de logiciels assez pointus qui permettent d'être vraiment efficaces en termes d'intervention sur les marchés. Au-delà des ordinateurs, on a ce qu'on appelle les terminaux. Il y a des terminaux qui fournissent des informations financières. Je pense par exemple à l'abonnement Bloomberg, à l'abonnement aussi Reuters. Et donc, à travers ces différents abonnements, l'intervenant, l'opérateur, donc, a en permanence des informations financières. Comment se porte telle entreprise, comment se porte tel marché, quelles sont les dernières décisions qui sont intervenues, etc., etc. En temps réel, l'opérateur a tout ce qui est information financière. Et ça lui permet d'apprécier le marché et d'ajuster sa stratégie d'investissement. Question de ne pas faire des erreurs. De ne pas faire des erreurs, mais surtout de ne pas perdre tout ce qui est opportunité sur le marché. Parce qu'en fait, lorsqu'on investit sur le marché financier, l'information constitue la matière première fondamentale. Donc si vous n'êtes pas informé, vous allez prendre de mauvaises décisions en termes d'investissement. Mais si vous avez l'information, vous avez, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir des privilèges par rapport à certains opérateurs. Vous pouvez même les dévancer, vous pouvez faire des anticipations par rapport à d'autres intervenants du marché. Donc l'information financière, elle est assez capitale. Et les terminaux, justement, permettent donc à ceux qui interviennent dans les salles de marché d'avoir le privilège d'avoir tout ce qui est information financière stratégique pour être vraiment efficace en termes de prise de décision d'investissement. Et en dehors des terminaux, on a la connexion Internet, où il y a plusieurs sites Internet financiers qui existent. La connexion Internet également permet aux opérateurs de marché de discuter même avec leurs clients en termes d'envoi de mails, de réception de mails, etc. Et aussi, il y a le téléphone. Et donc, le téléphone permet à ces opérateurs de discuter avec leurs clients, de discuter avec leurs collaborateurs en interne, de faire le point au niveau de leur hiérarchie et donc de communiquer en interne et même à l'extérieur également avec tout ce qu'ils ont comme partenaires. Voilà. Donc, c'est un ensemble d'outils de travail dont disposent tous ces opérateurs et ces outils-là donc leur permettent de travailler efficacement, de travailler rapidement, d'avoir vraiment tout ce qui est primeur en termes d'information pour ne pas rater tout ce qui est opportunité d'investissement. D'accord, c'est bien compris, M. Damas. On retient que c'est ce qu'on peut voir dans les salles de marché. Exactement. Voilà. Ok, on va continuer, M. Lo. Et qui sont ceux qui interviennent dans les salles de marché? Vous avez parlé, moi j'ai retenu les traders. Oui, il y a non, ce ne sont pas seulement les traders. Oui, en fait, c'est ce que j'ai retenu. À chaque fois que vous revenez là-dessus, donc c'est ce que j'ai retenu. Et puis après, vous allez continuer. En fait, dans la salle de marché, les traders sont beaucoup plus en vue, en fait. Ce sont eux qui bougent, ce sont eux qui sont un peu plus chauds que les autres. Donc, quand souvent il y a les reportages, ce sont eux qu'on voit vraiment en action. Le trader prend le téléphone, il crie, il hurle, il se lève, il est assez excité devant ses écrans. Donc, ce sont les opérateurs les plus en vue. Donc, mais sinon, en dehors des traders, il y a par exemple les analystes financiers, il y a les gestionnaires de portefeuille, il y a les contrôleurs internes. Donc, tout cela également interviennent au niveau de la salle de marché. D'accord, vous allez nous définir un peu leur rôle. D'accord. Voilà. Donc, je vais commencer par exemple, les analystes financiers. Voilà. On entend souvent parler d'analystes financiers. Quel est le cahier des charges qui incombe à ces spécialistes-là? Les analystes, comme leur nom l'indique, sont spécifiés, sont experts dans tout ce qui est analyse, tout ce qui est étude. Tout ce qui est anticipation, tout ce qui est prévision. Donc, l'analyste financier va mener des études pour voir, par exemple, comment est-ce que le marché se porte, le marché du pétrole, le marché des actions, le marché des produits dérivés,
Donc, chaque actif, l'analyste financier va mener des études approfondies. Quel est l'environnement économique qui prévaut? Si vous investissez, par exemple, en Chine, comment est-ce que l'économie se porte actuellement? Quel est l'environnement macroéconomique, microéconomique que cet analyste financier? L'analyste financier va également produire ce qu'on appelle les notes de recherche. Depuis côté, l'analyste financier va mener une sorte d'enquête, va produire un document, ce qu'on appelle la note de recherche, et à travers cette note de recherche, il va donner le maximum d'informations sur l'entreprise côté. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses performances financières actuelles, l'unité est décelée à travers quelles sont les menaces aussi, quels sont les risques, etc. etc. Et l'analyse financière doit être capable, en termes de compétences, de faire des prévisions, de faire des anticipations. L'analyse financière va se dire, par exemple, voici comment le marché du pétrole s'est comporté jusqu'alors. Okay? Et donc, il est fort probable que d'ici 1 mois, 3 mois, sur une certaine échéance, le pétrole, enfin la trajectoire du pétrole se comporte de telle façon. Donc, à travers les prévisions de l'analyse financière, ceux qui opèrent sur le marché vont prendre certaines dispositions, vont ajuster l'investissement. Donc, vraiment, l'analyste, c'est celui qui a le coup d'œil, c'est celui qui comprend le marché, c'est celui qui fournit ce qu'on appelle des recommandations à l'achat, des recommandations à la vente. L'analyse financière peut dire, par exemple, il serait intéressant que vous puissiez rester à l'écart de tel actif, parce que voilà ce que lui, il anticipe en tant qu'analyste. Donc, vraiment, l'analyse, c'est celui-là. Il a vraiment le coup d'œil. Voilà, il a le coup d'œil, il analyse le marché à fond, il comprend le marché et il donne ses recommandations, il donne son avis à ceux qui doivent maintenant prendre des positions sur les marchés. D'accord. Ouais. Ok, donc après l'analyse financière, je veux encore même ajouter un détail parce que pendant que je parle, il y a certaines idées qui me viennent à l'esprit, donc je souhaite également les partager. Donc, l'analyse financière, généralement, procède de 2 façons. Il y a ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? C'est une méthode d'analyse qui consiste à se focaliser sur des graphiques. Donc, l'analyse financière va voir, par exemple, comment est-ce que la courbe du pétrole évolue depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en se focalisant sur l'historique, la trajectoire boursière du pétrole, il arrive à faire des prévisions. C'est cela l'analyse technique. Et donc, vous allez voir sur l'écran, par exemple, vous allez voir des graphes, vous allez voir ce qu'on appelle des indicateurs techniques, vous allez voir plusieurs éléments, des moyennes mobiles, un certain nombre de calculs qu'il fait. Et à travers toutes ces informations techniques, l'analyste financier donc, va faire des prévisions. Okay? Donc, il peut procéder par l'analyse technique, il peut aussi procéder par ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Là, il ne se fie plus à tout ce qui est graphique, il ne se fie plus à tout ce qui est données, chartistes, etc. Mais il s'en tient à l'information macroéconomique, il s'en tient à l'information microéconomique. Comment est-ce que l'entreprise se porte? Quel est le niveau du PIB de telle zone? Quel est le taux d'inflation? Quels sont les taux directeurs qui sont pratiqués? Quelle est la politique fiscale du pays? Etc. etc. Donc, tout ce qui est données économiques, ce sont ces données-là qu'il analyse. Et il formule ses recommandations. Donc, vous allez voir, par exemple, il y a des analystes financiers qui optent beaucoup plus pour l'analyse technique et il y a d'autres analystes financiers qui préfèrent l'analyse fondamentale. Il était vraiment important que je donne cette précision. C'est bien compris, M. Lodamlas. On va continuer. Avec les traders, les traders, eux, leur rôle, c'est surtout d'intervenir directement sur le marché. Le trader, c'est celui-là même qui est chargé de passer des ordres d'achat, des ordres de vente sur le marché. Donc, quand je prends par exemple le cas des SGI, toujours me référer à l'espace UMOA, lorsque la SGI reçoit des ordres du client, il y a des techniciens dans les SGI qui sont chargés de transmettre les ordres du client au marché. Donc, si le client dit « achetez-moi 10 actions Sonatel » par exemple, celui qui va transmettre cet ordre-là, celui qui va transmettre ce souhait du client au marché, cette personne-là, c'est justement le trader. Donc, le trader va réceptionner tous les différents ordres et il va chercher à les transmettre au marché. Maintenant, si vous vous trouvez dans un cas de figure, par exemple, s'il s'agit d'un hedge fund, les hedge funds, ce sont des fonds d'investissement. Ce
ce sont des fonds spéculatifs. Oui, on en a parlé sur ce plateau. Voilà, sur ce plateau, on a eu l'occasion d'expliquer le fonctionnement des hedge funds. Et au niveau des hedge funds, ils ont eu certaines trésoreries qu'ils doivent rentabiliser sur le marché. D'accord? Et donc, c'est justement à ces traders-là qu'on confie un certain montant et on leur assigne des objectifs bien précis en termes de taux de rentabilité qu'ils doivent générer sur une certaine période. Donc, on peut dire, par exemple, à un trader, voici 100 millions de francs CFA, à vous de rentabiliser ce montant-là sur les marchés avec un objectif quotidien, par exemple, de 3%. Je dis n'importe quoi, un objectif de 3%. Donc, lui, il va se servir de cette liquidité-là et il va chercher à faire tourner cette liquidité sur le marché pour pouvoir, en fin de journée, obtenir un gain, par exemple, de 3%. D'accord. Donc, les traders, leur rôle, c'est d'intervenir directement sur le marché en prenant des positions d'achat, en prenant des positions de vente. D'accord. Ok, c'est bien compris. Et qui sont, M. Lodamas, les gestionnaires de portefeuille? Alors, très souvent, on parle de gérant de portefeuille ou de gestionnaire de portefeuille. C'est une question de terminologie, mais c'est le même cahier de charge, en fait. Donc, le gestionnaire de portefeuille, c'est celui-là même qui est chargé de mettre à jour le portefeuille du client. Je prends votre cas, par exemple. Vous investissez au niveau de la BRVM, vous avez un compte titre dans une SGI, vous transmettez vos ordres à la SGI les exécute, mais au niveau de la SGI, en fait, il y a les gestionnaires de portefeuille qui vont s'occuper de votre portefeuille, qui vont faire le point, le bilan au niveau de votre portefeuille. Combien est-ce que vous avez en termes d'actions, combien vous avez en termes d'obligations, comment est-ce que vos actions évoluent. En tout cas, tout ce qui est point à faire au niveau de votre portefeuille, ce sont les gestionnaires de portefeuille qui s'en occupent. Okay. Donc, les traders prennent des positions et les positions prises par les traders sont comptabilisées, sont répertoriées au niveau du portefeuille. Et justement, ces portefeuilles-là sont gérés par les gestionnaires de portefeuille. D'accord. Et au niveau des gestionnaires de portefeuille, généralement, il y a deux formules qu'on observe. Il y a ce qu'on appelle la gestion conseillée, par exemple. C'est-à-dire, lorsqu'on a, par exemple, un investisseur qui intervient au niveau d'une SGI, il peut souhaiter avoir l'avis de cette SGI par rapport à un certain nombre d'investissements. Okay? Donc, à ce niveau-là, c'est le gestionnaire de portefeuille qui va vous fournir l'avis SGI, en fait. Il va vous donner des conseils. Okay? Donc, vous pouvez dire, par exemple, moi, je veux acheter des actions CIE Côte d'Ivoire à hauteur de peut-être 100 actions CIE Côte d'Ivoire et je souhaite avoir l'avis de la SGI sur ce projet d'investissement. Et c'est le gestionnaire de portefeuille qui va vous dire, bon, c'est vrai, vous voulez acheter tel nombre de titres, mais il serait souhaitable plutôt que vous mettiez l'accent sur peut-être un autre titre. Parce que selon nous, selon le compte-rendu, selon les observations de nos analystes, nous pensons que les perspectives sur la CIE, par exemple, ne sont pas bonnes. Donc, il serait intéressant pour vous positionner sur tel autre titre. D'accord. Cette forme de gestion est appelée la gestion conseillée. Il gère votre portefeuille, mais en même temps, il vous donne des conseils. Ça, c'est la gestion conseillée. Et on a aussi ce qu'on appelle la gestion sous mandat. La gestion sous mandat concerne beaucoup plus les clients qui n'ont pas d'expérience, qui ne maîtrisent pas le marché de la bourse, et donc qui confient leur argent à la SGI, par exemple. Et au niveau de la SGI, c'est le gestionnaire de portefeuille qui est chargé donc de faire tourner, de faire fructifier cet argent-là sur le marché. Donc, le gestionnaire de portefeuille va réfléchir à une stratégie, et va transmettre, lui, ses ordres au trader qui va les exécuter sur le marché. Mais en termes de conception de la stratégie, c'est le gestionnaire de portefeuille qui gère votre portefeuille à travers la formule de gestion sous mandat, qui va concevoir une stratégie d'investissement et qui va transmettre des consignes au trader qui va exécuter cette stratégie sur le marché. Donc, voici un peu le rôle des gestionnaires de portefeuille. Ok. Et les contrôleurs internes? Alors, donc, les contrôleurs internes, eux, leur rôle, c'est évidemment, comme leur nom l'indique, ils assurent une fonction de contrôle, une fonction de veille, une fonction de vérification des différentes opérations qui sont prises par le trader, les différentes opérations aussi qui sont menées par le gestionnaire de portefeuille. Donc, les contrôleurs internes vont voir, par exemple, est-ce que le trader n'a pas dépassé sa limite? Quand on prend le cas, par exemple, d'un hedge fund, si on lui a donné l'autorisation d'investir 100 millions de francs CFA par jour, est-ce qu'il n'est pas allé au-delà de cette possibilité? Donc, tout ce qui est procédure d'investissement, procédure de passation d'ordre, les contrôleurs internes vont vérifier cela.
tout ce qui est respect des normes, respect des procédures, respect des taux en termes d'objectifs, en tout cas tout ce qui est respect de procédures, etc. C'est le contrôleur en interne qui va vérifier cela. Est-ce que le trader qui a transmis, est-ce que le client qui a transmis son ordre à la SGI, est-ce qu'il a correctement rempli son formulaire? C'est le contrôleur en interne qui va vérifier cela. Est-ce que les ordres qui ont été transmis au marché par le trader, est-ce que ces ordres-là correspondent aux ordres qui ont été formulés par le client? C'est le contrôleur en interne qui va vérifier tout cela. Donc, tout ce qui est suivi, contrôle des différentes positions qui sont prises sur le marché, le contrôleur en interne vérifie du contrôleur tous ces aspects-là. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien compris, M. Lo. Et on va terminer sur un dernier point, le morning meeting. Qu'est-ce que c'est? Oui, le morning meeting, en fait, c'est une réunion classique qui se tient en début de journée avant que les activités ne démarrent réellement au niveau de la salle de marché. Donc, généralement, au niveau du morning meeting, qu'est-ce qui se passe? On laisse la place aux analystes financiers. Les analystes financiers viennent et expliquent un peu l'état du marché. Ils communiquent tout ce qui est prévision, tout ce qui est anticipation du marché. Donc, ils font toute une description. Et à la suite de la présentation des analystes financiers, il y a un débat en interne qui intervient. Et donc, tout le monde s'accorde sur la stratégie à appliquer au cours de la journée. Et dès que cette stratégie est validée, chacun regagne son poste et la journée de travail commence au niveau de la salle de marché. C'est une mise au point, on peut dire. Voilà, c'est une mise au point, c'est une réunion formelle qui a lieu, mais c'est une réunion vraiment importante parce qu'elle permet à chacun d'échanger, de partager les informations du marché. Elle permet à chacun d'être au même niveau d'information. Ça permet à chacun d'être efficace. Justement. Tout au long de la journée. Exactement, à chacun d'être efficace. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'on attend de lui. Chacun a l'avis de l'autre en ce qui concerne la lecture du marché. Et on met toutes ces compétences-là, toutes ces informations-là ensemble pour permettre à l'équipe qui intervient au niveau de la salle de marché d'être vraiment forte, d'être compétente pour que justement les objectifs soient atteints et que tout ce qui est client et tout ce qui est engagement vis-à-vis des partenaires, que tout cela soit vraiment correctement rempli. Voilà, merci M. Lo Damas, c'est ici que nous allons terminer. Mais avant de partir, une petite conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, il faut retenir que les salles de marché n'ont pas une organisation figée, elles n'ont pas une organisation classique, que ce soit une SGI, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit une banque d'affaires, que ce soit un fonds commun de placement, chacun a sa façon d'organiser sa salle de marché. L'exercice d'aujourd'hui consistait juste à présenter les postes phares, à les expliquer, à voir un peu comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur. Mais en fonction de la dimension des activités de l'entité, vous allez voir par exemple, dans certaines salles de marché, vous allez entendre parler d'analystes quantitatifs, vous allez entendre parler de stratégistes, d'économistes, etc. Mais toujours est-il qu'il y a des personnes qui évoluent au niveau du front office, c'est-à-dire qui interviennent au niveau du marché. Il y a une catégorie aussi de personnes qui interviennent au niveau du back office. Et il y a d'autres personnes qui sont à côté, les analystes, etc., qui donnent leur avis et qui formulent des recommandations pour permettre aux traders d'intervenir sur les différents marchés. Donc, il n'y a pas d'organisation statique. L'organisation est vraiment dynamique, elle n'est pas figée, elle est adaptée aux activités de l'entité, elle est adaptée donc à la nature des activités menées par le fonds d'investissement, par la banque, etc. D'accord. Voilà. Vraiment, merci, M. Lo Damas. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour parler un peu de ce thème-là. Et je pense que nos téléspectateurs ont compris, nos téléspectateurs qui s'intéressent au marché financier ont compris quelque chose et que cela leur servira. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la même chaîne.